Bonjour à tous et à toutes, et nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission des Contrepoints de la Santé avec Renaud Degas. Bonjour Renaud. Bonjour Pascal. De vous retrouver pour une nouvelle émission ce mercredi 25 mars 2026. Le titre de notre émission est Désinformation, la science et la médecine menacée. Je salue nos consoeurs et confrères journalistes qui nous suivent. Si les mécanismes de désinformation et le complotisme ne sont pas nouveaux, le contexte actuel est particulièrement surprenant, voire inquiétant, notamment dans notre secteur de la médecine et de la santé. Aux États-Unis, certes, mais aussi en Europe, avec des phénomènes de complotisme, d'expertise contestée. Quelle est la conséquence sur la santé publique et quelle réponse apporter aux attaques contre la science? Ce sont les questions que nous poserons à nos invités et je les remercie de nous y aider. Nous recevons le professeur Mathieu Molimar. Bonjour monsieur, vous êtes le chef de service de pharmacologie clinique, je crois, au CHU de Bordeaux. Le docteur Hervé Maisonneuve, vous êtes formateur en rédaction scientifique. Vous travaillez notamment sur un concept très important que vous nous aiderez à définir, celui de l'intégrité scientifique. Et vous êtes tous les deux les co-auteurs avec le professeur Costagliola d'un rapport important sur la désinformation en santé, et nous l'analyserons assez précisément. Et puis nous avons beaucoup de plaisir de retrouver le professeur Myriam Edjelali Goujon. Vous êtes neuroradiologue à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et vous êtes la directrice adjointe du laboratoire d'imagerie Biomaps, l'université de Versailles, Saint-Quentin et Paris-Saclay. Dans la deuxième partie de notre émission, vous dialoguerez avec le docteur Dominique Vexio, qui est gynécologue de formation, très investi sur les questions de cancer, notamment. Elle a beaucoup exercé à Saint-Louis, au CHU de Saint-Louis, et vous êtes aujourd'hui la vice-présidente d'Europadona France. Nous sommes heureux de vous accueillir, madame. Et puis le docteur Nicolas Gatulle, vous êtes anesthésiste, cofondateur de la start-up Paperdoc. 60 minutes de débat ensemble, enregistrés donc en fin de journée ce 25 mars 2026, ici en public à la Villa M. Adrien Broche de Via Voice nous présentera évidemment au cours d'émission, comme d'habitude, notre sondage Via Voice, les contrepoints de la santé. Merci de leur fidélité à nos partenaires. Camurus, je vous salue. Pasteur Mutualité, je salue Michel Cazoga de Point Vision, Care, Via Voice, la veille des acteurs de la santé, Hortus et l'UC2M. La première question d'ouverture est pour toi. Oui, merci Pascal. On va essayer d'être pédagogique sur un sujet qui est complexe et multiforme. Déjà, première question. Messieurs, vous avez travaillé donc longuement sur cette question. Comment définissez-vous la désinformation en santé? Professeur Molimar, peut-être? Oui, donc il faut être d'accord sur les définitions avant de commencer. Effectivement, la désinformation en santé, c'est du faux, mais fait avec une intention de tromper. Ça, c'est vraiment le point important. La fake news, c'est une intentionnalité. Il faut la distinguer, et ça, c'est les définitions qui ont été reprises par le Conseil de l'Europe et l'OMS, distinguer de la mésinformation qui est en fait involontaire. C'est en fait le relais d'une fausse information. Il y a une troisième définition qui est la malinformation. On part du vrai pour discréditer et on déforme le vrai pour sortir de son contexte, pour dire du mal de la personne et discréditer la personne. C'est pas toujours facile de voir l'intentionnalité parce que on ne sait pas si c'est simplement du relais, quelle était l'intention de la personne. Il y a un moyen de s'y trouver, c'est qu'en fait la désinformation, ça rapporte toujours. Ça rapporte toujours soit de l'argent, soit du pouvoir. Donc si la désinformation s'associe à de la vente de livres, des buzz qui permettent de faire remonter, de monétiser son site internet, si ça permet de faire des stages, de faire... Là, on peut penser que cette désinformation est intentionnelle parce qu'il y a un bénéfice derrière. C'est un moyen indirect de s'y retrouver. Il y a un consensus sur ces définitions-là? Alors, la définition désinformation, mésinformation, malinformation, c'est consensuel. Après, la difficulté est de... Comme je dis, distinguer, est-ce que c'est du relais, de rumeurs, qui est de la mésinformation? On est tous susceptibles de faire de la mésinformation et c'est là qu'on peut jouer aussi en vérifiant les sources et par l'éducation, on peut essayer de réduire cette mésinformation. C'est international, c'est mondial dans tous les pays. Oui, c'est international et si vous regardez le World Economic Forum qui est présenté à Davos, qui l'a été l'an dernier, le premier risque mondial avant les guerres, avant le climat, s'appelle désinformation, mésinformation. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et il faut voir que c'est plus grave qu'on ne pense.
en santé en particulier, on va parler de ça, et puis vous êtes les deux des auteurs de ce rapport, mais évidemment, ça n'est pas que dans le secteur de la santé. Peut-être Myriam Edjilel-Boujoum. Oui, juste pour rajouter un point, si le sujet vous intéresse, parce que la notion de vérité, véracité, vraisemblance, ce sont des termes proches, mais qui ont chacun un poids, je vous conseille de lire Henry Frankfurt, qui a écrit un livre qui s'appelle « De l'art de dire des conneries ». En anglais, le titre, c'est « Unbullshit ». Et c'est, en fait, il explique que le menteur, il a tout à fait conscience de la vérité et qu'il a tout à fait conscience que ce qu'il transmet est faux. Alors que l'un des problèmes que l'on a maintenant, c'est la notion de bullshit, qui est la différence avec cette notion de la véracité ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est communiquer, ce que je veux, c'est faire scandale. On a lu assez de livres, maintenant on passe à l'action, et c'est justement un des points majeurs de l'utilisation de la mésinformation et de la désinformation pour la manipulation de nos sociétés actuelles, et notamment des réseaux sociaux. Et vous avez le parler vrai que fait M. Trump, c'est-à-dire qu'on dit ce que les gens veulent entendre, mais on sait très bien qu'on ment en le disant. Alors, à ce stade de notre début de conversation, peut-être définir, Hervé Maisonneuve, ce qu'est l'intégrité scientifique, s'il vous plaît. Très succinctement, il y a 3 concepts qu'il ne faut pas mélanger. Il y a l'éthique. L'éthique, ce sont des comités qui réfléchissent à la fin de vie. Il y a la déontologie, où en général, c'est un juriste qui s'occupe de la déontologie. C'est au sein du métier, les liens d'intérêt ou d'autres choses, le harcèlement. Et l'intégrité, c'est l'intégrité de la recherche. Donc c'est la véracité des données, le bricolage des données, sous-entendu l'intégrité, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Voilà, nous parlerons de tout ça. Hein. Dites-moi, en quoi c'est plus grave, selon vous, en santé que dans d'autres secteurs, Mathieu Malibert? Déjà, la désinformation prédomine en santé. C'est probablement le sujet de désinformation le plus important. Un rapport récent sur les réseaux sociaux a montré que c'était 40% de la désinformation qui était des informations en santé, 20% pour l'Ukraine, 10% sur la politique. Donc en fait, c'est le sujet majeur. Pourquoi la santé? Parce que ça touche à nos émotions, ça touche à la vie, et on l'a vu pendant la période Covid. On avait tous peur, et les gens étaient à relier des choses, et c'était l'occasion de faire de la manipulation aussi, où les gens sont plus sensibles à la manipulation. Quand on a un cancer, on cherche une échappatoire et on va chercher, écouter, c'est des informations, on va la relayer d'autant plus. Donc c'est vraiment un sujet qui est de prédominance parce qu'il impose de la réactivité, de l'émotion, et qui fait que la désinformation marche et elle rapporte. Et que tout le monde est concerné par rapport à la guerre, au climat, ou n'importe quoi, chacun a ses idées, mais en santé, on est tous des futurs malades. Et on ne désinforme pas, comme dit Étienne Klein, sur le boson de Higgs. On désinforme parce que ça va se relayer, parce qu'il va y avoir et l'émotion, c'est formidable, parce que quand on a de l'émotion, quand on a du stress, on éteint le cerveau, on arrête de réfléchir, et on relaie des choses, et on prend des comportements qui sont des fois pas raisonnables. Alors, puisqu'on fait un peu de sémiologie, de sémantique, comment définiriez-vous un terme qui est de plus en plus employé, qui n'est pas toujours d'une très grande clarté, la post-vérité? Qu'est-ce que c'est la post-vérité? On se regarde tous. Oui, on se regarde tous parce que c'est des vérités alternatives, c'est-à-dire que et ça c'est vraiment un point important, pour qu'on s'entende, pour qu'on parle ensemble, il faut s'entendre sur les faits. Quelles sont les choses appelées normalement et sur la réalité des faits. Et ce qui s'est passé pendant la crise Covid, on l'a vu, on n'était pas d'accord sur les faits, et d'ailleurs c'est là-dessus qu'ont joué les désinformateurs, et ça a déstabilisé énormément nos démocraties, puisque si on n'est pas d'accord sur les faits, ça remet en cause notre capacité de dialogue, ça remet en cause les bases du vivre ensemble, et ça altère la démocratie. Et on l'a vu dans les familles qui ne se parlaient plus parce qu'un tel était anti-vax, le tonton qui ne voulait pas prendre de l'hydroxychloroquine alors que les autres n'en voulaient pas, donc ça arrêter le vivre ensemble. Donc c'est vraiment une atteinte à la démocratie. Donc cette post-vérité, pour revenir à votre question, c'est des faits faux. C'est ce qu'on voit chez Trump. C'est-à-dire il va vous dire un truc, le paracétamol, ça donne l'autisme chez la femme enceinte, un truc qui sort de je ne sais où.
Et il le dit avec tellement d'aplomb que c'est repris par les IA. Le lendemain, Open Evidence mettait en gros, en gras, le paracétamol dans le nautisme. Et c'est des vérités alternatives qui vont déstabiliser, fracturer nos sociétés, et c'est de la manipulation. Les fractures de nos sociétés ne datent pas d'aujourd'hui, les rumeurs ne datent pas d'aujourd'hui, mais le numérique, évidemment, accélère tout. C'est ça un peu le raisonnement. Et c'est ce qu'on appelle la polarisation, dans le jargon, la polarisation entre les gens, on se bat, et au bout de 10 ans, on dit c'est la faute à la démocratie. C'est ce que cherchent des ingérences étrangères. Et comment vivez-vous en fait la mise en cause de plus en plus profonde de la vérité scientifique, en tout cas de la pensée scientifique, de la démarche scientifique? Alors, c'est très complexe, mais on peut retenir des signatures de ces faits. Premièrement, si ça existe, c'est aussi qu'il y a une raison. Quand on regarde la notion de communication sur les sciences, il y a ici un vrai problème. L'utilisation des sciences à but autre que la connaissance, donc on peut imaginer un but lucratif, est une des choses qui a fait douter initialement sur la qualité des sciences et ce que l'on peut en dire. Et à partir du moment où le doute est instillé, on peut s'en servir pour détruire quelque chose dont on a besoin fortement, qui est le mode de réflexion. Si on prend au niveau médical, on peut parler, vous avez entendu parler du scandale du Mediator, avec le fait que ça a été long pour pouvoir arrêter et communiquer sur les effets indésirables cardiaques de ce traitement et de ce médicament qui était utilisé comme un coupe-faim. Le scandale de l'autisme avec des publications, notamment un Lancet, et un impact important au niveau Angleterre, au Royaume-Uni, où les personnes ont arrêté de vacciner contre la rougeole, oreillon et rubéole à cause de cet article qui était faux, avec des données qui étaient fausses et qui pourtant a fait une publication dans un excellent journal, ou tout comme l'hydroxychloroquine sur le Covid, avec cette volonté de trouver une solution parce qu'on est face à un problème aigu. Et ce qui est intéressant quand on regarde globalement quels sont les mécanismes sous-jacents, en fait, il y en a 4, ils sont relativement connus maintenant. C'est premièrement l'utilisation de l'ignorance, deuxièmement l'arrogance, le fait de vouloir paraître puissant, troisièmement la magie, et effectivement en santé, il y a ce côté médecin magicien, médecin sorcier qui date de l'Antiquité, mais qui reste un peu présent, puisque finalement on est détenteur d'une science que les autres n'ont pas. Et puis, en dernier, mais important, la cupidité. Donc, une raison lucrative à un choix particulier. Peut-être un point, et vous avez déjà évoqué tout à l'heure sur le fait que 40% de la désinformation est dans le domaine de la santé. Je voudrais qu'on revienne 2 minutes sur l'impact. Quel type de population est le plus touché aujourd'hui, avec quel type de résultats et d'impact sur la réalité des personnes et du fonctionnement de notre société. Vous avez commencé à l'évoquer, mais déjà sur les populations impactées, est-ce que ce sont d'abord les patients, la population, les soignants, les institutions elles-mêmes ? De toute façon, c'est tout le monde. On a tendance à penser qu'en fonction de la catégorie sociale, peut-être des gens ne seraient pas moins. Non, à tous les niveaux, il y a des gens qui croient des trucs, et on n'en revient pas. Pour moi, c'est un peu tout le monde. Après, si on regarde la vaccination, pour reprendre cet exemple, quand on regarde dans les hôpitaux, les médecins sont plus vaccinés que les infirmières, que les aides-soignants, que les personnels qui n'ont pas une formation médicale. Donc malgré tout, il y a un espoir là-dedans, c'est que plus on est formé, plus on a une forme de résilience, mais on n'est pas vacciné à 100% contre la désinformation en santé. Le problème qu'on a, c'est que, et c'est là qu'est le danger, quand on parle de science, de faits scientifiques, il y a une tendance à une confusion par les médias, par ces émissions qui font des shows, à mettre en opposition, et même en parallèle, la science et la croyance. Et là, scientifique, on a une responsabilité. Et la responsabilité qu'on a, c'est qu'on n'explique pas la production de la science. Même moi, en faculté de médecine, quand j'explique la prise en charge thérapeutique, etc., je ne repars pas forcément de toute la démonstration qui a abouti à ce choix. On le fait, mais peut-être pas assez. Et donc ça peut apparaître comme une recette de cuisine, donc en fait une opinion. Oui. Et c'est vrai qu'on ne sait pas défendre la science. Je reprendrai Étienne Klein que j'ai entendu la semaine dernière qui disait la différence entre les platistes et les rondistes qui croient que la Terre est plate et la Terre est ronde. Si je demande à tout le monde ici, comment avons-nous su depuis l'Antiquité que la Terre était ronde ?
eh ben, on va bien t'embêter pour y répondre. Beaucoup d'entre nous ont un peu oublié comment est-ce qu'ils avaient fait avec les mesures d'ombre projetées, etc., pour établir que la Terre était ronde. Autrement dit, c'est un fait. Et en face, vous allez avoir des gens qui sont platistes, qui ont tout un tas d'arguments, tous aussi pourris que les uns que les autres, mais qui vont faire une démonstration. Donc en fait, les platistes sont experts en platistes, et en face, vous avez des rondistes qui n'ont pas de compétences pour défendre la rondicité de la Terre. Donc en fait, c'est la même chose en science. Et en médecine, on n'a pas les réponses forcément, parce qu'on n'a pas le souvenir de la démonstration. Ça m'évoque un point qui a été... au moment du Covid et des polémiques sur ce qui est efficace, pas efficace, etc. C'est pour ça que je prends ce terme exprès, la vérité scientifique. Moi, dans mon éducation au collège, au lycée, etc., on a appris que la science, c'est le doute. Et cette articulation entre le doute scientifique et le doute qui est nourri par l'opinion, comment vous, aujourd'hui, vous le percevez? Vous pensez que c'est très difficile, du coup, d'écarter les arguments qui disent « j'ai le droit de douter ». Alors, il y a une confusion entre le doute légitime et l'esprit critique, qui est une démarche scientifique. Je prends les faits pour arriver à me forger une opinion. Et la suspicion, qui est « j'ai un a priori », on nous essaye de nous mentir. Tout ce qui va dans ce sens de mon a priori, la preuve que j'avais raison, c'est l'état profond qui essaye de nous manipuler. Et puis ce qui ne va pas dans le sens, on l'oublie. Et c'est les démarches de croyance. C'est la même chose entre science et croyance. C'est la même chose entre esprit critique et suspicion. Et ça, il y a un vrai problème de pédagogie. Il faut qu'on renseigne la science, il faut qu'on renseigne qu'est-ce que c'est que l'esprit critique, parce qu'on est en train de perdre le fil là. Et donc on va perdre la bataille de la désinformation. Oui. Mathieu Molimar, sur le fait de votre catégorisation dans les hôpitaux entre médecins et autres catégories professionnelles, sur les plateaux télé, notamment au moment de la crise sanitaire, c'était bien des médecins qui venaient beaucoup parler et qui ne disaient pas que des choses passionnantes. Alors il faut faire attention parce que le médecin, avec sa blouse blanche, a tout de suite une autorité. Mais vous remarquerez que certains qui étaient sur les plateaux télé ne parlaient pas dans leur domaine de compétences. Donc, dès qu'on commence à sortir de son domaine de compétences, c'est là que les problèmes arrivent. On rejoint, là encore, à l'éducation. Les journalistes ont leurs responsabilités. D'ailleurs, on a mobilisé sur la crise Covid des journalistes qui étaient des journalistes sportifs. Je veux dire, tout le monde était sur les plateaux. Et en face, ils ont tendu le micro à des gens qui répondaient. Et des gens se sont un peu excités. Or, il y a des règles de communication. On ne parle que dans son domaine d'expertise. Et la définition de l'expertise est déjà un problème. Qu'est-ce que c'est qu'un expert ? Un expert, c'est quelqu'un qui est reconnu dans son domaine parce qu'il a travaillé par ses pairs, c'est-à-dire les professionnels qui travaillent dans le même domaine et qui reconnaissent qu'il est capable, il est compétent dans ce domaine. Mais si vous regardez ceux qu'on désinformé, vous reprenez tous ceux qui sont sur les plateaux, ceux qu'on désinformé le plus, certes, ils ont une blouse blanche, donc c'est les pires, parce qu'ils ont une certaine autorité, mais ils désinforment généralement en dehors de leur domaine de compétences. On désinforme rarement dans son domaine de compétences. Pourquoi ? Parce que, on connaît les limites. On a étudié le sujet, donc on sait qu'on peut dire jusque-là. 2, on a une crédibilité, parce que vis-à-vis de ses collègues et ses pairs, on est connu comme expert de ce domaine, donc on ne va pas mettre à la haute 40 années de travail, d'expertise à la poubelle pour simplement passer à la télé. Donc on désinforme en dehors de son domaine d'expertise. Et c'est là que les journalistes ont un rôle vraiment important d'identifier correctement les experts. Et c'est pour ça que dans notre rapport, on propose un annuaire d'experts. Oui, malgré tout, on se souvient, mais on va passer, mais on se souvient de quelques vrais experts qui ont dit également, à ce moment-là, quelques bêtises difficiles à remonter. Vous vouliez dire ? Oui. Je voulais d'ailleurs que vous reveniez, si vous me permettez, puisque sur l'argent et la cupidité de part et d'autre, parce que dans une certaine mesure, effectivement, ça peut rapporter beaucoup de désinformés, mais il faut dire que notre secteur de la santé est un secteur où il y a beaucoup d'argent. Ça peut faire partie des raisons pour lesquelles on peut parfois douter en tant que citoyen de ce qui nous est transmis. Donc la question ensuite, c'est comment est-ce que l'on prouve que l'on a une volonté de bien faire ? Et sur la communication, c'est extrêmement important parce que finalement, la vérité scientifique, elle n'est pas évidente. Si la vérité était évidente, on ne serait pas là à en débattre. Donc à partir du moment où en fait, la vérité implique une réflexion, une analyse,
quelque part, c'est cette dualité grecque ancienne entre Prométhée et Épiméthée. Prométhée, il va être dans l'analyse. Il sait qu'il va devoir apporter le feu aux hommes et qu'il va en payer le prix. Il y a cette réflexion et cette anticipation. Épiméthée, lui, c'est l'action tout de suite et on réfléchit après. Et en fait, la science, c'est la notion du doute, c'est la notion de venir chercher cette vérité scientifique et accepter qu'elle soit variable avec le temps. Donc, en fait, on a besoin d'acceptation aussi. On a besoin de savoir qu'on ne peut peut-être pas être au courant de tout au moment où l'on parle et simplement accepter que parfois on peut aussi se tromper ou qu'une étape d'après va remettre en cause ou rajouter une couche à une vérité qui ne dépend que d'un moment. Et juste pour répondre à Renaud sur l'implication de cela dans la société, ça vient dans la société. Par exemple, aux États-Unis, quand on regarde les États démocrates et les États républicains ont eu moins de vaccinations que les États démocrates. Il y a eu plus de morts sur le Covid dans les États républicains. Donc vous voyez comment, en fait, cette perception liée à la communication, et pas seulement les vaccins, mais c'est aussi le port du masque, c'est aussi les gestes de prévention, c'est aussi le fait de se dire ça existe ou ça n'existe pas. Parce que, encore une fois, là, on parle d'un virus. Un virus, ce n'est pas visible. Donc la vérité de l'existence du moment peut être remise en cause. Et travailler l'invisible, c'est questionnant. Et donc, ce à quoi Trump dira que ce que vous venez de dire, c'est une fake news inventée par les journalistes. Bien sûr. Post-vérité. Cela étant dit... Post-vérité. Peut-être, oui. Oui, attention, prenons l'exemple des anti-vax. On a l'impression que tout le monde, que c'est une grande communauté, mais le nombre d'anti-vax en France, peut-être 10 ou peut-être 20, voilà. Vous allez sur... et qui, eux, font du bruit, ne font que ça, ils gagnent de l'argent, puisque je vous propose ce soir d'aller sur Amazon et de taper « vaccin », livre. Les 10 premiers sont des anti-vax, j'ai revérifié hier. Le deuxième, c'est un génocide planétaire. Donc, si vous êtes citoyen et que vous voulez vous informer, il vous tombe d'abord de la désinformation sur vous. Oui, alors que si vous allez sur les ventes, c'est le nombre de ventes et non pas le choix. Les plus vendus ne sont pas forcément anti-vax. C'est sur les sites de la FNAC. Oui. Pour autant, dans votre rapport très bien fait, on ira encore un peu plus avec Renaud dans le détail. Vous me semblez peut-être un peu plus épargner les pouvoirs publics. Enfin, j'essaye de vous égratigner un peu. C'est-à-dire que là aussi, il y a parfois beaucoup d'attentes, beaucoup d'hésitations. D'ailleurs, dans cette période du Covid, on attendait, en réalité, les journalistes que nous sommes, attendaient des réponses, malgré tout, des pouvoirs publics. On ne les avait pas. On nous disait, mais oui, mais c'est très compliqué, nous faisons de la grande science. Donc, attendez. Le problème, c'est que nous, il fallait bien que nous écrivions le lendemain nos papiers ou que nous fassions nos émissions. Alors, c'est sûr que les pouvoirs publics, il y a plusieurs problèmes. D'abord, ils n'ont pas l'expertise souvent en interne. Donc, il faut qu'ils appellent des commissions, qu'ils fassent des groupes, qu'ils valident, qu'ils revalident. Et votre réponse, vous l'aurez dans 3 mois. Donc, ils n'ont pas la réactivité, alors qu'on est dans une phase aiguë qui permet d'être réactif. Alors, moi, j'ai un conflit d'intérêts. Je suis vice-président de la Société française de pharmacologie. Et président de la communication. On a fait un groupe réactif. En 24 heures, que dis-je ? En 6 heures, on était capable de répondre aux fake news, aux désinformations sur le paracétamol dans l'autisme. Sitôt que sortait un truc sur le vaccin ou sur l'hydroxychloroquine, on faisait les trucs, quand c'était avait une importance, on répondait en quelques heures. Une agence est incapable de faire ça. Elle a sa responsabilité. C'est vrai que si une société savante se plante, c'est pas grave. Un État qui se plante, c'est dramatique. Ce qui ne nous a pas empêchés de désinformer. On revient sur les masques, mais c'est historique. Je vous rappelle, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières de la France. Donc en fait, la désinformation d'État, elle s'explique parce qu'on veut rassurer, on ne veut pas inquiéter, dormez braves gens. Enfin, c'est vieux comme le monde, ça. Donc elle existe. Et on n'a pas le droit de mentir quand on est dans ces positions-là, effectivement. Alors on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une bonne information. Oui, à l'inverse, parce qu'on a parlé de désinformation. Aujourd'hui, dans votre rapport, vous faites 9 recommandations. On ne va pas les détailler les 9, mais il y a un point important qui est aujourd'hui, comment définir, quand on est à la fois, on va dire, citoyen, patient, journaliste, professionnel de santé, qu'est-ce qu'une information en santé ou médicale de qualité? Comment on peut la définir? Alors, déjà, je vais faire un scoop. La bonne information, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Dire que la Terre est ronde, c'est une fake news.
c'est une sphère d'abord. Et puis ensuite, elle est aplatie au pôle. Et puis après, si je regarde centimètre ou millimètre par millimètre, c'est tout sauf une sphère, il y a plein de bosses, etc. Donc en fait, c'est une désinformation quelque part. Donc arriver à la vérité de l'information qui va vous dire exactement comment est la Terre, je ne sais pas le faire. Donc on s'en approche. Ce qui est important, c'est non pas le résultat, à savoir l'information, mais c'est la manière de produire ce résultat. Et c'est ce qu'on a remis avec cette notion d'infoscore en santé. C'est en fait, en science, quand j'analyse un article scientifique, le résultat, OK, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment on y est arrivé. Dans les essais cliniques, qui est mon métier, je regarde quels sont les critères d'inclusion, quels sont les critères d'exclusion, est-ce qu'il y a eu un tirage au sort des patients, quelle a été l'analyse statistique, est-ce qu'ils ont utilisé les bonnes méthodes d'analyse statistique, est-ce qu'il y a une gestion des liens d'intérêt. Je peux vous faire la liste complète. Et avec ça, je vais avoir un résultat que je vais comparer à l'ensemble des résultats pour me dire, bah oui, c'est compatible, etc. C'est la même chose pour l'information en santé. Il y a des règles. Et ces règles, elles sont faciles à mesurer. On peut mettre en place une charte. Est-ce qu'il y a une gestion des liens d'intérêt ou est-ce que c'est les gens qui ont des liens d'intérêt majeurs? Est-ce qu'elles sont affichées? Est-ce qu'il y a des sources qui sont données quand ils affirment que ça? Quelle est la qualité de ces sources? Est-ce que c'est dans les 3500 revues de qualité annoncées par les doyens de facultés de médecine ou est-ce que c'est que des revues prédatrices, c'est-à-dire qu'on paye pour être publié, on peut passer n'importe quoi. Et je peux vous faire la liste comme ça, qui est longue, avec tous ces critères-là, un conseil scientifique, une validation des liens d'intérêt, un financement, tout ça permet d'avoir une charte de qualité et on peut la qualifier. Si vous avez tout bon, vous êtes A. Si vous avez tout faux, vous êtes E. Voilà. L'infoscore, c'est intéressant. Mais oui. Vous qui avez, le docteur Maisonneuve, vous qui travaillez justement sur les recommandations autour des revues, la qualité des revues, comment vous procédez? C'est de la même façon? C'est vous décortiquez la méthodologie pour arriver à l'information ou aux articles? Oui, tout à fait. Moi je ne peux pas prendre un résultat sans savoir comment il a été fait. Y avait-il une question de recherche et quelle était la méthode? Et tant que je n'ai pas des réponses positives à ça, je ne regarde pas le résultat. Ça, c'est le problème. Alors, c'est facile à dire, nous qui avons l'habitude, mais par rapport au public, au minimum éduqué dès le lycée, dès le collège, aller chercher les sources. Donc, je m'excuse, moi j'ai un fils qui a passé 11 ans à enseigner en Nouvelle-Zélande à des adolescents. Mais c'est à 100 lieues de ce qui se fait en France. Hein. J'ai une petite fille qui est en Hollande. C'est à 100 lieues de ce qu'on fait en France. Pour les collégiens, il avait 4 heures par semaine, 3 heures par semaine, des collégiens, où il leur disait, vous venez avec un article de science découpé chez vous, chez vos parents, on le met sur la table et on passe ces 3 heures à chercher les sources des enfants de 13 à 14 ans qui adoraient. Donc, si vous voulez, c'est un rêve, ça, pour nous. Mais il y a quelques pays, très peu, qui ont réussi à faire des choses comme ça. Alors, peut-être, justement, sur la formation. Alors, il y a la formation des enfants. D'ailleurs, vous en parlez dans votre rapport. Je crois que vous dites, ou c'est Mme Costagliola qui dit de l'école à la maison de retraite. Enfin, à l'EHPAD, oui. Mais aussi de la maternelle jusqu'à l'ENA, puisque notre classe politique n'est pas du tout formée en sciences et en santé, ce qui explique les désinformations massives qu'on a pu voir et la manipulation politique de la désinformation. Alors, comme je suis en santé. un bon confrère, dans la presse médicale, évidemment, ça peut se faire, mais dans la presse grand public, chez nos collègues des télévisions, par exemple, est-ce que c'est jouable, ça, enfin qu'ils aillent chercher les sources, enfin, vous voyez, dans l'immédiateté de la... On manque de journalistes en santé. Il devrait y en avoir un dans chaque rédaction. Parce que la santé, c'est comme un bien particulier. Il n'y a pas d'éducation à la santé, à la science dans beaucoup d'écoles de journalisme. Il doit y avoir un minimum de formation parce que l'information en santé, c'est un bien particulier. Quand je vois une journaliste qui reprend un bouquin sur le bleu de méthylène qui va vous traiter du cancer et que c'est repris dans un journal grand public, genre La Santé des femmes ou équivalent, et se dit, je vais faire du buzz, c'est super, je vais vendre des numéros, etc. Son rédacteur en chef, il voit que du feu, mais il y a des vies qui sont en jeu derrière. Il y a des gens qui arrêtent leur traitement de cancer pour aller prendre ce bleu de méthylène qui reposait sur rien du tout et avec aucun essai clinique. Et quand on posait la question à ChatGPT, est-ce que le bleu de méthylène est efficace pour traiter le cancer? ChatGPT vous dit, c'est un espoir dans le cancer. Donc on s'est senti obligé, nous, Société Savante, de faire un article pour dire que les concentrations sont 50 à 100 fois supérieures à celles qu'on a chez l'homme pour
pour être efficace, c'est comme l'eau de Javel, ça marche sur la cellule, mais ça ne marche pas chez l'homme, ça tue les hommes, et qu'il n'y a aucun essai clinique qui le prouve. Et à ce moment-là, on a en plus changé l'IA, et qui maintenant vous dira, si vous avez vérifié sur ChatGPT, j'espère que c'est encore vrai, eh bien le bleu de méthylène peut avoir des effets in vitro, mais il n'y a rien de démontré chez l'homme. Point. Alors sur la formation de vos jeunes médecins, Alors, effectivement, la formation, elle va toucher plusieurs personnes. Premièrement, je pense qu'on a le devoir, même si on communique, et surtout si on communique, de résister au simplisme. Parce que le simplisme, ça plaît. Et donc, il y a un biais d'acceptation qui est difficile à contrer. Parce que quand on amène une solution qui paraît évidente, eh bien, tout le monde se l'approprie. Et ensuite, il va falloir déconstruire. Et déconstruire, ça demande de l'esprit critique. Donc, évidemment, pour tous, continuer à apprendre l'esprit critique, continuer à apprendre ce qu'est un raisonnement, continuer à se dire que l'accès à la connaissance ne peut pas être une immédiateté. Moi, je suis donc professeur de médecine et neuroscientifique. Le cerveau fonctionne avec des circuits. Et dans ces circuits, il y a des circuits que l'on va appeler inhibiteurs et qui vont rentrer en place quand on se dit « Tiens, peut-être que cette information n'est pas juste et donc je devrais, à la place d'aller tout de suite vers la réponse que le cerveau m'indique, réfléchir à minima. » Je vous donne un exemple. Vous avez une batte de baseball et une balle. L'ensemble des deux coûte 1,50 €. La balle coûte 50 centimes. Combien coûte la batte ? Eh ben, vous allez avoir envie de dire 1. Mais ensuite, vous allez dire, non, en fait, c'est la somme des deux. Donc, si je fais la somme des deux pour que ça fasse 1,50 €, donc il y en a un qui fait 25 centimes et l'autre 1,25 €. Vous voyez, ça s'appelle le contrôle inhibiteur. Et ce contrôle inhibiteur, il s'acquiert par l'éducation. Et l'éducation à ne pas aller juste vers ce qui est facile. Le problème, c'est la facilité. Et donc, il faut, que nous nous battions pour être plus intelligents que la facilité. Il y a des choses parfois qui sont assez simples. Je vous donne un exemple. Quand vous allez chercher avec votre carte bleue des sous-distributeurs, eh bien, d'abord, la machine va vous rendre votre carte bleue avant les billets. Pourquoi ? Parce que sinon, en fait, dans 2 cas sur 3, vous allez oublier votre carte bleue. Mais malheureusement, on ne peut pas faire ça pour tout. Et on a besoin d'accepter la complexité et d'accepter que dans la communication, il faut du temps posé pour expliquer les différentes étapes qui nous amènent au résultat. Moi, je crois que j'ai compris. Moi aussi, je pense. Sauf le A50, 0,25, là, je suis complètement paumé. Il faut que je reprenne les études de maths. J'en étais sûr. En revanche, sur la carte bleue, tu as pigé. Oui, là où j'ai pigé. On est obligé d'arriver vers la fin de notre première séquence. Et pour la boucler, j'invite tout le monde à aller voir le rapport que vous avez fait avec les 9 préconisations et 9 recommandations. C'est vraiment intéressant. Puis chacune des recommandations mériterait presque un débat. Peut-être un dernier tour de table pour vous. Quels sont les éléments et les priorités pour améliorer la situation actuelle ? Quelles sont pour vous les premières choses à mettre en place ? Les recos, vous les avez fait au ministère. Vous leur demandez d'abord d'agir sur quoi ? Nous, on a mis la première recommandation. On était tous d'accord quand on dit c'est quoi le plus important ? C'est l'éducation. D'ailleurs, c'est la première recommandation qu'on a mis. Mais c'est le plus long. Donc, si vous voulez qu'on agisse vite, ce n'est pas l'éducation. Ça va mettre une génération, mais il faut commencer dès maintenant. Si vous voulez agir vite, c'est l'information. C'est valoriser l'information. Il y a plein d'informations de qualité en France. Il y a plein d'émetteurs qui font des scientifiques. Il n'y a pas que les agences qui communiquent. Il y a des sociétés savantes, des universités, des instituts, des journalistes. Il y a plein de gens qui font des choses formidables. Mais il faut le rendre visible. Parce qu'actuellement, ce qui est visible, c'est la désinformation. Donc, il faut valoriser l'information. Et c'est pour ça qu'on propose un observatoire de l'information et non pas un observatoire de la désinformation dans lequel le ministère est encore enferré. L'observatoire de la désinformation, c'est courir derrière la désinformation. Je l'ai fait pendant 5 ans, on s'épuise à courir derrière la désinformation. Et en fait, c'est vouloir vider l'océan à la petite cuillère. On n'y arrivera jamais. Donc, il faut mettre en avant les informations de qualité. Ce qu'on propose, c'est de faire un gros entrepôt dans lequel on pourra poser une IA et une forme d'interrogation sur un corpus le plus large possible, mais de qualité. Vous recommandez de refaire également le site santé.fr.
Le santé.fr est complètement obsolète, donc ils ont bien conscience du problème. Ouais. Je me dois avant. Alors, Hervé Maisonneuve, et puis je vais vous faire une Juste dernière une question et on rapide, passe à la séquence parce suivante. qu'on a des recommandations qui coûtent 0 €. Donc ça serait facile à faire. On Pas assez propose, cher. peut-être pas assez cher, on propose que toute institution, hôpital, organisme de recherche, faculté de médecine, etc., ait une petite charte sur la bonne information, ou alors, au minimum, un plan de lutte contre la désinformation. Sous-entendu qu'un hôpital qui a un territoire sur lequel il est censé aussi informer et réfléchit à comment il le fait et comment il fait ça. Et qui rendent ça public. Alors, sur la qualification de la bonne information, toutefois, la question m'a été soufflée par un de nos amis ici présents, je le cite, le docteur Jean-François Thébault, ancien de la Haute Autorité de Santé. Les certifications que vous recommandez, dans une certaine mesure, de sites, etc., ça a déjà été tenté. Hein. Il y avait, vous vous souvenez, le HON. Hein. Et puis, avant, on avait également eu une autre affaire avec le FOPIM, etc. Finalement, ça n'a pas marché. Alors, attention. Le HON, c'est un label. Le label, c'est bon pour les poulets. Le label, c'est blanc ou noir ou rouge. Et quand quelqu'un, avec le label, se met à délirer, il jette l'opprobre de ce label sur tous ceux qui ont le label. C'est pour ça que nous, on ne veut pas de label. Et on a dit au ministère, il ne faut pas mettre de label. Et d'ailleurs, ils ont renoncé à mettre le label. Et notre score, c'est différent. Ce n'est pas un label, c'est un score. Un score de production de qualité éditoriale. Si vous mettez votre qualité éditoriale, vous mettez à faire n'importe quoi, vous dégradez votre score, mais vous ne mettez pas en cause le score. Or là, il y avait une remise en cause du label. Et c'était ça qui a fait l'échec. Quant au FOPIM, c'était le Fonds pour l'information sur le médicament, pharmaceutique. Il y avait 15 millions d'euros quand même, je vous rappelle, à l'époque dans le FOPIM. C'était 20 ans trop tôt, ils ne savaient pas quoi en faire. Si vous me donnez 15 millions d'euros aujourd'hui, on vous fait le fonds, la plateforme d'information santé. Voilà, il est temps de demander à notre camarade Adrien Broche de Via Voice de venir nous retrouver. Adrien, cette fois-ci, on était très court, donc pas d'enquête exclusive, mais par contre, c'est un sujet sur lequel vous avez bossé et vous nous faites un petit peu un retour de ce que vous avez pu observer de la population et de son approche de l'information en santé et formation médicale. Oui, merci Renaud. Merci Pascal. Bon, énormément de choses ont déjà été dites et je suis plutôt satisfait parce que ça me semble recouper ce que nous observons à Via Voice sur ces sujets qu'on traite sous plein d'aspects, la santé, la question du journalisme, la question du climat. Hein. C'est évidemment, quand on travaille sur les représentations de l'opinion, un enjeu extrêmement important que celui de la désinformation qui est, effectivement, ça a été dit, devenu une expérience ordinaire. Vous avez aujourd'hui la moitié des Français, un Français sur deux, qui dit avoir déjà été confronté à une fausse information en santé. On peut tout à fait et légitimement imaginer que c'est encore beaucoup plus important si on ajoute ceux qui ne sont pas conscients de l'avoir déjà été. Et 66% aujourd'hui de l'opinion qui considère que la santé, c'est un domaine particulièrement exposé aux fake news. Donc c'est plus un phénomène aujourd'hui qui est périphérique, c'est une expérience ordinaire, une expérience du quotidien dans lequel les Français sont imprégnés. Et surtout, ça a été rappelé, ces fake news, cette désinformation en santé, elle ne circule plus sur des sites douteux, sur des sites frauduleux, en tout cas plus uniquement sur ces sites-là. Elle imprègne tout un ensemble de canaux d'information, parfois plus ou moins intentionnellement. Alors la définition qu'on a été donnée insistait en effet sur cet élément d'intentionnalité. En tout cas, voilà, on est imprégné dedans et les Français en sont assez conscients. Comme le montre, nous, on accompagne beaucoup la Fondation Descartes qui travaille sur les enjeux de cartésianisme, de rationalité. Elle montre très bien que cette désinformation ne fonctionne pas uniquement parce que les gens sont naïfs, mais parce que, précisément, cette désinformation s'insère dans des logiques de confiance et de proximité dans lesquelles, précisément, on n'est plus perméable à cette défiance-là. Deuxième élément sur cela, l'impact sur les comportements, parce que ces impacts-là sont directs, les effets sont concrets. Vous avez 60% des femmes françaises aujourd'hui qui déclarent avoir déjà, non pas été confrontées, mais avoir déjà pris une décision de santé sur la base d'informations erronées ou non vérifiées. Donc la désinformation, ce n'est pas seulement un élément théorique, mais c'est un élément qui modifie les comportements au quotidien. Et on observe une tension forte dans l'opinion. 70% des Français aujourd'hui font conscience à la recherche médicale, mais 70% se disent mal informés sur les avancées médicales. Donc j'insiste aussi beaucoup sur ce lien entre la capacité de compréhension, donc la capacité d'information, derrière ça peut-être des logiques
d'éducation aussi à ces enjeux-là, et la perméabilité à ces éléments-là, même si, encore une fois, ça concerne toutes les sphères et toutes les strates de la population. Ça va avec une deuxième tension dans l'opinion aujourd'hui. Vous avez 8 Français sur 10 qui considèrent que la science améliore nos conditions de vie. Pour autant, vous avez moins d'1 Français sur 2 qui estime que la communauté scientifique, entendue comme l'opinion l'entend, c'est-à-dire de manière plus ou moins précise, elle est réellement indépendante. Quand vous regardez les classements de confiance, en général, vous avez les politiques qui sont tout en bas, les publicitaires, et très rapidement arrivent aussi les laboratoires pharmaceutiques qui sont source, à raison ou à tort, d'imaginaire dans l'opinion. Alors dans ce contexte, on a évoqué la question de l'esprit critique, qui pourrait être une solution. Il se trouve que nous, on a travaillé pas plus tard que ces 3 dernières semaines sur cet enjeu-là, dans le cadre d'un baromètre pour Univers Science sur l'esprit critique, réalisé par Via Voice. Vous avez 76%, les 3/4 de Français, qui considèrent eux-mêmes faire preuve d'esprit critique, donc ils sont plutôt fiers d'eux-mêmes. En revanche, quand vous regardez dans le détail, cet esprit critique, il est largement valorisé, mais il est inégalement maîtrisé. En gros, je vous la fais rapide, vous avez 4 grandes familles aujourd'hui dans l'opinion sur ce rapport à l'esprit critique. Des rationalistes, qui sont eux très à l'aise aujourd'hui avec l'information scientifique, des humanistes qui ne sont pas forcément aussi à l'aise, mais en tout cas qui sont ouverts au doute, à la critique, des pragmatiques qui eux trient de manière extrêmement concrète, extrêmement scientifique les informations auxquelles ils sont exposés, et puis des distants qui sont plus fragiles face à l'information, eux-mêmes regroupent ceux qui sont les plus perméables aux fake news, qu'on appelle parfois les complotistes, qui sont effectivement très très loin d'être majoritaires aujourd'hui dans l'opinion. Je crois qu'il faut le rappeler, et j'en finis sur ce dernier point. Ça a effectivement été déjà énoncé. Pourquoi est-ce que la désinformation prend autant en santé ? Eh bien d'abord, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est un sujet qui est émotionnel, et dans une société qui est extrêmement structurée aujourd'hui par les émotions, par les subjectivités personnelles, beaucoup plus, vous le savez, c'est devenu un petit peu tarte à la crème en analyse, mais beaucoup plus que par les grandes représentations collectives, partisanes, idéologiques, syndicales, etc. Forcément, ça imprègne énormément. Ensuite, c'est un sujet qui est complexe dans un monde, dans un âge sociétal où on est beaucoup plus réceptif à la simplicité. Et puis enfin, effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement exposé aux réseaux sociaux, qui privilégie la viralité, la simplicité et l'émotion. Je vous renvoie à une étude qui avait été réalisée par Yann Algan, professeur à HEC, sur l'émotion principalement véhiculée sur les réseaux sociaux, qui était la peur. Voilà pour ces quelques éléments. Encore une fois, je crois qu'il faut le rappeler, et on finit là-dessus. Les réseaux sociaux, ça valorise aussi et ça surreprésente les groupes qui sont parfois minoritaires en termes quantitatifs, mais extrêmement bruyants, très actifs, et qui occupent l'espace qui est essentiel dans le cadre de la désinformation. Merci Adrien, parfaitement clair comme d'habitude. Je vous propose, donc on va passer à notre séquence contrepoint avec les docteurs Dominique Vexio et Nicolas Gatulle. Voilà, nous poursuivons donc nos travaux et nous avons notre émission et notre conversation, et nous avons la chance de recevoir Dominique Vexio. Dominique Vexio, vous êtes médecin, vous avez été médecin à Saint-Louis notamment, vous êtes une gynécologue spécialisée en cancérologie, spécialisée également dans les greffes. Et donc vous êtes aujourd'hui la vice-présidente de Europadonna France, qui est une association importante de prise en charge de prise en charge de femmes atteintes de cancer du sein. Voilà, nous voudrions que vous dialoguiez avec nos invités. Merci de votre invitation. Alors, en préambule à ma première question, je voudrais juste faire deux remarques. La première, c'est qu'en tant que médecin, j'ai annoncé pendant une bonne quarantaine d'années l'annonce d'un cancer. Autant vous dire que cette annonce, c'est un tsunami qui tombe sur la tête des femmes. C'est un moment où elles sont complètement anéanties et où malheureusement, les informations, et même si elle est pertinente et vérifiée, n'est plus du tout entendue par la patiente. Dans les 3/4 des cas, il y a une occultation complète de la fin de la consultation. Ça s'est arrêté au diagnostic de cancer. Et s'il y a un mot qu'il faut bannir, nous, médecins, de notre vocabulaire, c'est le mot tumeur. Du fait de son homonymie, ça met tout de suite les patients dans un contexte morbide qui arrête le dialogue définitivement. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque concerne la littératie en santé. Et en tant que médecin, et vous êtes tous concernés aussi, on s'aperçoit malheureusement que le niveau de compréhension n'est pas le même pour tout le monde. Et que faire comprendre
avoir le sentiment que la personne a compris ce que vous aviez expliqué, essayer de faire reformuler les patientes pour voir si elles ont réellement compris l'information que vous leur avez passée, est extrêmement délicate parce qu'en fonction de leur capacité de compréhension, justement, eh bien, on se retrouve parfois devant des grandes difficultés. Donc, on a le sentiment que ce n'est pas une fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois, c'est X fois qu'il faut répéter cette information et donc faire intervenir un grand nombre d'interlocuteurs pour justement pouvoir arriver à ce que la patiente s'approprie son cancer et commence enfin à voir un peu la vérité. Et dans cette période de stress, la seule chose qui lui importe, c'est comment je vais le dire à mon mari, comment je vais l'annoncer à mes enfants, comment je vais l'annoncer à mon travail, comment je vais faire face à ça, parce que peut-être que demain, je ne suis plus là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'apparaît, moi, fondamental et pour lequel je voulais insister aujourd'hui. La littératie, c'est aussi un deuxième point, parce qu'on a quand même des patients qui sont d'autant plus mal pris en charge ou moins bien pris en charge parce qu'ils n'ont pas compris les enjeux de ce qu'on leur proposait. Et je ne vous reparle pas des études cliniques qui leur permettraient de bénéficier d'innovation, parce que là encore, si on ne fait pas une explication de texte complète avec des mots adaptés au vocabulaire compréhensible pour eux-mêmes, on est complètement à côté de la plaque et on n'arrivera jamais au bout de nos questions. Donc là maintenant, j'arrive à ma question et j'ai un peu la réponse déjà puisque vous en avez fait part. Je me demandais comment, à partir d'une fake news, peut-on arriver, nous, médecins ou professionnels de santé, à répondre rapidement à une information qui est fausse ou qui est partiellement fausse, parce que parfois elle n'est pas complètement erronée, cette fake news. Elle peut se baser sur une innovation, mais qui concerne en fait un très petit nombre de patients et qui est généralisée malheureusement à l'ensemble. Et comment peut-on nous répondre quelque chose de vérifié, de scientifiquement compétent, pertinent pour les patients et qui va leur rendre service définitivement pour la suite de leurs soins. Et par ailleurs, je complète en disant que vous prenez en tant qu'association des initiatives, Europa-Dona notamment, sur ces questions-là, notamment avec ces cafés Dona où vous rencontrez... Voilà, en tant que vice-présidente, alors ma deuxième casquette de l'association, en tant que vice-présidente de l'association Europa-Dona France, c'est une association qui regroupe des patientes qui sont atteintes de cancer du sein ou qui sont concernées seulement par le cancer du sein. Dans ce cadre de cette association, nous avons ce qu'on appelle des cafés Dona, qui sont en fait des lieux de rencontre hors les murs de l'hôpital, où les patientes se rencontrent entre pairs et peuvent échanger à différents moments de leur traitement, soit pendant les traitements, soit après, soit parfois même très à distance. Et cet échange de patientes qui ont déjà vécu la même expérience ouvre aussi des perspectives et permet de rassurer les patientes elles-mêmes en cours de soins. En leur donnant de la bonne information. Maintenant, les réponses aux questions de Dominique. Je vois bien le problème, parce que je suis pneumologue, donc j'ai vu pas mal d'annonces de cancer, et pas des cancers très favorables non plus. On a fait beaucoup de progrès. Mais ça touche toute la maladie. Et pas que moi, j'ai fait beaucoup de travail sur l'asthme. Quand je fais un diagnostic d'asthme et qu'il faut prendre un traitement de fond, la première question du patient, c'est pour combien de temps ? Sous-entendu, je vais en prison et j'en prends pour combien d'années, quoi. C'est un peu la même chose. On leur annoncerait un passage en prison, c'est la même chose. Donc effectivement, ça demande du temps, ça demande de la pédagogie, ça demande que tous les professionnels de santé autour aient un même discours. Et ça, c'est là qu'on touche un problème du doigt, surtout quand vous parlez d'information, de désinformation, ou c'est sur un sujet pointu, où il y a une extrapolation, on a proposé une stratégie thérapeutique, tout le monde n'est pas au courant et n'est pas expert du domaine. Et c'est là que notre proposition d'observatoire avec une IA interrogeable permet à ce que tous les professionnels de santé, y compris le pharmacien qui est au fin fond d'un endroit qui va être l'interlocuteur de proximité, et il vient vous voir à Saint-Louis, mais après il repart dans le fin fond du Morvan, et ben, il faut que son pharmacien ait le même discours que vous. Et le pharmacien n'a pas forcément le temps de faire le même travail. S'il y avait un entrepôt donné avec une IA interrogeable, il pourra poser la même question avec une réponse qu'on peut espérer correcte. Donc l'idée, c'est de fournir une information de qualité partagée, qu'on puisse partager en tant que différents professionnels de santé, parce que ce qui est important, c'est que l'information, elle vienne de différentes sources. Ça ne peut pas être le ministère de la Vérité qui vous dit la vérité vraie. Il faut que ça vienne de toutes les sources de périphérie. Peut-être sur l'IA, un commentaire. C'est ça l'IA raisonnée Alors... Sur l'IA, moi, je me méfie énormément de penser que l'IA va avoir un rôle explicatif. Parce qu'on peut trouver de tout sur de l'IA générative, même si on fait attention aux données qu'on y met. En revanche, l'intégrer sous cette forme de garantie humaine qui est passée dans l'AI Act européen me paraît d'une pertinence vraiment nécessaire, parce que les choses évoluent très vite
que les thérapeutiques évoluent vite et qu'il faut rester à la page. Mais encore une fois, dans l'organisation, on a bien évidemment une organisation numérique, mais on a aussi une organisation humaine en termes de réseau d'excellence pour les prises en charge de patients. Et je pense que ce qui rassure énormément les patients, c'est de savoir qu'ils sont dans un réseau où les prises en charge sont bonnes. Un dernier mot de Hervé Maisonneuve. Oui, la réponse à la formation des professionnels de santé est majeure, d'autant plus que la population a confiance totalement dans son professionnel de santé. Et sur les associations, vous considérez que c'est important de travailler avec elles? C'est des pairs, donc c'est indispensable d'avoir des... Nous remercions Dominique Vexio, merci beaucoup, et nous allons demander à Nicolas Gatulle de venir nous rejoindre. Merci. Nicolas Gatulle, bonjour. Vous êtes anesthésiste, mais vous êtes ici aussi, et j'irai surtout par rapport à la thématique, parce que vous êtes le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Paperdoc. Donc peut-être un mot sur ce que vous faites, parce que tout le monde va comprendre pourquoi vous êtes ici. Et puis peut-être une réaction à ce que vous avez entendu depuis le début, et une question à nos invités. Oui, bonsoir à toutes et tous. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour la richesse de la discussion ce soir. Pour comprendre la question que je vais poser, effectivement, le mieux, c'est que je présente un petit peu ce qu'on fait chez Paperdoc. Donc, Paperdoc, initialement, on a commencé il y a à peu près 4 ans. On a développé un écosystème de solutions intelligentes qui permettent aux professionnels de santé, aux chercheurs, de trouver les bonnes informations aux bons endroits à partir des bonnes sources de données, puisque quand on est pro de santé, quand on est chercheur, on doit s'informer, on doit être à jour dans son domaine, qu'une des bases de connaissances, c'est la littérature scientifique, aussi les recommandations. On a commencé par la littérature scientifique, et que les sources d'informations étaient très fragmentées. On allait sur différents sites qui étaient soit pas très ergonomiques, soit... en gros, beaucoup d'infos un peu dispatchées. Donc on s'est dit, il faut qu'on développe cet écosystème qui simplifie l'accès à l'information. Donc ça, c'est le point de départ. On a réussi le premier pari, parce qu'on a plus de 30 000 utilisateurs dans 50 pays. Et puis on a levé la tête, on a dit, OK, et quid de la désinformation chez les patients, le grand public, les aidants. On s'est dit, c'est quand même un petit peu idiot, puisque les sources d'information dites fiables, même si on peut remettre en question la notion de fiabilité, mais les sources d'information fiables, les recos, la littérature, tout ça, on les a. On a les outils aujourd'hui pour la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment la vulgarisation grâce à l'intelligence artificielle. Et je pense que si l'intelligence artificielle peut poser des problèmes, elle peut aussi en résoudre. Et on s'est dit, on va développer une solution qui s'appelle Gustave, qui est un chatbot santé qui va se baser uniquement sur des sources fiables de santé. Donc, on est partenaire avec la collection des traités de médecine, qui, comme son nom l'indique, développe des traités de médecine validés par les sociétés savantes, les recommandations HES, etc., pour lutter justement contre cette désinformation avec un souci d'info, de sourcing et de traçabilité de chacune des infos, et surtout une IA qui dit qu'elle ne sait pas quand elle ne sait pas. C'était un petit peu en écho de ce que disait le professeur Molimar tout à l'heure. Ce que vous avez entendu, est-ce que vous inspire une question pour conclure en beauté cette émission? Oui. Et donc on parle beaucoup de l'information pour les professionnels de santé et pour les chercheurs. On parle de plus en plus, et c'est très bien, de l'information pour le grand public, pour les patients. Et donc moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on met les professionnels de santé et les patients à la même page? Aujourd'hui, je pratique encore l'anesthésie, il y a une forme de friction. C'est pas nouveau que les patients s'informent. Ils disent moi j'ai vu que, ou on m'a dit que, et la réalité c'est que parfois c'est faux ou mal compris. La réalité c'est que du coup les sources sont un peu dispersées et ça peut créer des frictions. Il y a un manque de confiance, etc. Donc comment est-ce qu'on fait? On a d'un côté le pilier de l'info pour les pros, d'un côté le pilier de l'information pour le grand public. Comment est-ce qu'on fait pour les mettre tous les deux à la même page? Premièrement, bravo pour Paperdoc, parce que c'est extrêmement utile et ça le restera. C'était une très très belle initiative et on a besoin de cela. Question difficile, mais si on reprend l'histoire de l'éthique médicale, et notamment Ezekiel Emanuel, qui était l'ancien conseiller santé d'Obama, il reprenait historiquement la façon dont les médecins communiquaient à leurs patients. Premièrement, le côté très paternaliste.
Vous vous rappelez, en 1948, ce chirurgien qui a décidé d'opérer son patient, le patient qui dit « Ah non mais attendez, je ne veux pas être opéré » et la gifle que reçoit le patient. Côté paternaliste, direct. Ensuite, le côté informatif. Je suis le médecin, j'ai la connaissance, je vous informe que votre traitement, ce sera ça. Et heureusement, on sort complètement de cela maintenant avec un côté délibératif où le médecin va venir avec sa connaissance, va rencontrer le patient, va l'écouter et va avoir un vrai dialogue. Et le patient va avoir un vrai dialogue avec son médecin qui peut passer par « avec l'état actuel de vos connaissances, qu'est-ce que vous feriez ?» Et par ailleurs, je souhaite vous communiquer qu'il y a des choses pour moi qui sont importantes en tant que personne et qu'individu humain. Et moi, voici mes zones qui sont mes drapeaux rouges. Et ce côté-là est extrêmement positif. Ça veut dire que le patient peut venir avec son vécu et il est accueilli avec son vécu. Et l'idée, c'est de trouver la meilleure prise en charge pour un patient donné avec l'état actuel des meilleures connaissances. Vous ne pourrez pas éviter que des patients aillent chercher sur des sites internet délirants, des IA délirantes, etc., parce qu'ils sont perdus dans l'information. Donc ce qui est important pour éviter les conflits, c'est qu'on ait une même origine de l'information. Et c'est un peu ce qu'on proposait avec notre plateforme, qui devient un référentiel de fait, avec bien sûr un accès professionnel qui va aller dans des recommandations de prise en charge, etc., auquel cas le patient n'a pas forcément besoin de suivre le petit détail de la posologie exacte du traitement qu'il va avoir. Mais quoique, on pourrait en discuter, et avec une entrée patient, avec un langage qui est adapté, facile à lire, enfin tous les éléments qui sont compréhensibles. Mais si on parle d'un même corpus avec un même site de référence sur lequel on se met à peu près d'accord, ben ça évitera d'aller chercher dans des IA génératifs qui se font manipuler et qui là peuvent, ou des sites internet qui sont manipulateurs, en disant allez plutôt regarder là, et c'est là que va chercher votre médecin. Donc on peut peut-être arriver à s'entendre. Il faut parler avec un même corpus d'informations. Docteur, rien à ajouter. Je pense qu'on a fait un premier tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange qui, je pense, demandera un rendez-vous dans quelques temps pour voir si on a progressé, si ce fameux corpus commun aura pu être mis en place. Merci beaucoup pour votre question. Merci. On va passer à la fin de l'émission. Merci. On va conclure notre émission. Pascal, peut-être un mot ? Oui, peut-être à partir de nos débats sur la multiplication en réalité des publications. Il faut dire que, je crois que vous le citez d'ailleurs, il y a le phénomène en réalité des SIGAPS notamment, pousse les gens à de plus en plus publier, donc à avoir une masse très importante de publications et pas toujours de qualité. Votre avis ? Le publish or perish a toujours existé, il continue et est majoré parce qu'il est valorisé. Donc on voit, il faut peut-être revenir sur ce système SIGAPS qui est une incitation à la quantité plutôt qu'à la qualité. Qui veut se coller à nous dire maintenant ce qu'il pense de la réforme de Santé publique France ? C'est un peu notre sujet, non ? Vous avez envie ? Hervé Maisonneuve. Non, Joker, parce que... Après, c'est un sujet... Il y a des choses qui sont régaliennes... C'est un sujet polémique. C'est un sujet polémique. Il y a des choses qui sont régaliennes, qu'on peut entendre, la gestion des masques et tout, ça peut très bien être géré par autre chose que Santé publique France, ça ne me gêne pas. Par contre, je pense que l'information doit être indépendante du politique. Alors, Santé publique France, c'est une agence. Ce n'est pas une structure qui est indépendante du politique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit coup de fil du politique qui dit non, la campagne sur l'alcool que vous avez prévu de faire, chez le lobby des viticulteurs qui n'est pas d'accord, donc vous n'allez pas la faire. Ça s'est déjà fait. Donc, le problème n'est pas là. Le problème est de l'indépendance de ces structures-là. Actuellement, elles ne sont pas indépendantes, donc en fait, qui remènent un peu plus la main dessus, ou moins, ça ne change pas grand-chose. La situation, et pour terminer, pour la situation aujourd'hui que l'on découvre aux États-Unis, et notamment les ruptures de financement de grandes actions de santé publique, qu'est-ce que ça vous inspire comme inquiétude ? Je vous conseille de lire le rapport sur la liberté académique et sur le fait que dans certains pays, et bien évidemment les États-Unis en font partie, le choix de ce sur quoi l'on pose nos questions recherche diminue. Parce que les financements diminuent. Ce n'est pas bien évidemment le seul pays, il y en a beaucoup d'autres, et il faut suivre ces indicateurs, qui sont des indicateurs extrêmement forts, parce qu'on a besoin d'une science forte pour rester
libre d'avancer et libre dans notre humanité. Voilà, Oui, une et belle puis phrase. réalisons que ce qu'ont fait les Russes il y a 50 ans en arrêtant toute la recherche, sauf certains domaines, peut-être que les États-Unis sont en train de le faire, alors que les Chinois, allez voir ce qu'ils font actuellement. Merci. Et en matière de conseil de lecture, je conseille la lecture du rapport avec ses 9 recommandations. Il est facilement trouvable sur tous les bons sites internet fiables. Et on va conclure. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, partagez cette émission. On a besoin de ce partage. Merci à nos partenaires, Camurus, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, Care, Via Voice, La Veille Acteur de Santé, Hortus, UC2M. Merci à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel T et Corentin Chouanet. On se retrouve dans un mois, plus ou moins, en fonction des jours et des invités, mais on se retrouve bientôt. Voilà, et pour terminer, une petite phrase pour la soirée. Ça nous manquerait. Voilà, alors quand elle est tirée du meilleur de la philosophie, quand tout le monde vous ment, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Hannah Arendt en 1974. Bon retour.